sur Covid sidéral. Aujourd'hui, donc, on a un entretien avec Yannick Muller, qui est gérant de bar, propriétaire d'un bar même, d'un bar de bière artisanale à Genève. Et donc, je vais commencer directement par les questions habituelles, mais j'aimerais d'abord préciser que je suis pas journaliste, je suis pas virologue, ni infectiologue, ni sociologue, ni psychologue, politicien, économiste, tout ça. Mais je suis simplement un être humain qui récolte le témoignage de mes pairs. Je souhaite donner la voix à ceux qui subissent cette situation et qui désirent s'exprimer. Alors, pour commencer, mon cher Yannick, qui es-tu, d'où viens-tu, où habites-tu, que fais-tu? En gros, présente-toi et résume-nous ton parcours, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Yannick Muller, j'ai 35 ans, j'habite à Genève, plus précisément à Plan-les-Ouates maintenant. Je suis papa d'une petite fille qui a 2 ans et demi, et je suis propriétaire du bar Au Coin Mousse au quartier des Grottes depuis 4 ans maintenant. Activité que j'ai fait en double emploi en travaillant à la banque au début, puis maintenant que j'exerce à 100%, qui est mon emploi à 100%. Voilà. Magnifique, merci. Ouais. Alors, aujourd'hui, 3 mars 2021, un an après, quel a été l'impact de la pandémie sur ta vie depuis le mois de mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, autant dans ta vie professionnelle que dans ta vie personnelle? De façon générale, quel est l'impact de cette pandémie sur toi? Professionnellement parlant, ça m'a appris beaucoup de choses parce que au début j'étais un peu utopiste et je voulais pas trop y croire. Vraiment au tout début, je me souviens, je disais, j'en rigolais avec certains clients en leur disant ouais, c'est une H1N1 2.0, dans un mois on n'entendra plus parler. Donc j'étais plutôt dans le côté optimiste, j'y croyais pas trop. Et ouais, quand ça nous est tombé dessus, qu'on a dû fermer, premier confinement, bah, tu sais pas trop où tu vas, donc tu laisses les choses un peu, tu subis un peu les choses, je dirais, surtout au niveau professionnel, c'est ce qui s'est passé. Donc on a été fermé 2 mois, là j'ai rien fait, j'ai laissé subir, après on a rouvert, on a essayé de rouvrir avec les mesures qui étaient là, comme on pouvait. Mais moi je dois dire que jusqu'à la fin de l'année 2020, j'ai toujours été plutôt optimiste au niveau professionnel. J'ai plutôt essayé de créer de l'emploi, essayé de modifier la façon qu'on avait de travailler ici, de changer les horaires, en fait, j'ai plutôt cherché à réinjecter un peu l'économie dans mon business pour un peu contrer cette pandémie qui nous tombait sur le coin de la figure. Après, malheureusement, à partir du mois de novembre, où on a eu ce 2e confinement et qu'on a vu que ça allait beaucoup moins rigoler, enfin pour moi, parce que je l'ai vraiment subi comme ça, je l'ai vraiment compris que c'était quelque chose qui arrivait. Là, les décisions professionnelles ont un peu changé, je l'ai vu ça un peu plus pessimiste, c'est-à-dire que j'ai quand même dû licencier 2 personnes, j'ai plus fait de commandes, j'ai liquidé le plus de marchandises possible. Après, j'ai essayé de créer un nouveau concept avec un webshop pour le bar, histoire de liquider la marchandise. Donc, professionnellement parlant, ça m'a appris beaucoup de choses du point de vue réorganisationnel, je dirais. Ça m'a appris aussi beaucoup de choses du point de vue administratif, parce qu'avec toutes les aides qu'on cherche à avoir, qu'on obtient de temps en temps et de temps en temps qu'on n'obtient pas, c'est beaucoup d'administratif. Donc ça, c'est sûr que sur le professionnel, administrativement, maintenant je passe plus de temps à faire de l'administratif qu'à faire mon vrai travail, ça c'est sûr. Et puis après, ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai appris au niveau professionnel, ce que j'ai subi au niveau professionnel, je dirais. Après, au niveau privé, pour moi, ça a été très difficile. Pas la première partie, je dirais pas les premiers 6 mois, mars à novembre, c'était assez, ça allait. Mais à partir de novembre, là, ça a commencé à être difficile, c'est-à-dire que moi, étant salarié de ma société, il y a des choses auxquelles, à partir du 2e confinement, je n'avais pas le droit, typiquement les racheter, donc le chômage partiel, je n'avais pas le droit, donc ça veut dire que j'ai pas touché mon salaire normal depuis le mois de mars, en fait. Depuis le mois de mars 2020, c'est le dernier salaire normal que j'ai touché, mon salaire à 100%. Ensuite, j'ai plus jamais touché un salaire à 100% depuis le mois de mars. Donc qu'est-ce que ça a eu comme impact sur ma vie privée? Ça a impacté que j'ai dû faire des économies, qu'avec ma femme on a dû réfléchir à vivre autrement, à agir autrement, et on en est venu à justement déménager parce que voilà, notre appartement où on était, qui était un super appart,
Malheureusement, il devenait trop cher pour nous parce que moi, j'avais plus les mêmes revenus qu'habituellement. Donc, on a dû déménager, trouver moins cher. Donc, ça a eu un impact déjà sur ma vie de famille. Et ensuite, sur moi-même, ça a eu quand même un impact aussi où c'est vrai que c'est une période où on se pose beaucoup de questions. On se demande où on va, qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on change totalement de secteur. Et on en vient des fois à peut-être arriver à la dépression. Alors moi, j'y suis pas arrivé, je dois dire, je vais pas mentir, j'étais pas loin, franchement. Il y a des fois, quand tu licencies des gens que tu apprécies, des gens avec qui tu travailles tous les jours, que tu vois tous les jours, qui sont devenus des amis plus que des employés, et que tu dois les licencier dans une période comme celle-là, c'est horrible, quoi. Je veux dire, c'est horrible pour la personne, mais c'est horrible pour moi aussi, parce que c'est pas ce que je veux. Donc ça m'a aussi mis des gros doutes, et ouais, j'étais pas loin de la dépression, donc ça a changé quand même pas mal de choses, mais ça m'a fait voir aussi d'autres choses. Et puis, heureusement, j'ai de la chance d'avoir une famille avec ma femme et ma fille qui sont hyper à l'écoute et très présentes, et ça m'a maintenu à flot, quoi, heureusement. Donc voilà, si je peux un peu dire ce qui m'a, sur le professionnel et privé, comment quoi ça m'a impacté, quoi. J'essaie d'être le plus juste possible dans ce que je dis. Après, c'est difficile de tout se remémorer, mais à peu près c'est ça. Merci. Je passe à la question suivante, du coup. Comment tu comprends la notion d'essentiel et de non essentiel ? Est-ce que pour toi, c'est juste de fermer les librairies, parce qu'on juge que la nourriture de l'esprit est non essentielle, de fermer les théâtres, de fermer les bars ? Est-ce que tout d'un coup, le fait de sociabiliser, de boire un coup comme ça, c'est quelque chose d'essentiel ou pas ? Est-ce que tu comprends que ça ne le soit pas ? Ou quelle est ta vision de ça ? Je pense qu'il n'y a rien d'essentiel ou non essentiel. Oui, il y a des choses essentielles, comme manger, boire, c'est essentiel. Si on mange pas, on ne boit pas, on peut pas vivre. C'est le corps humain qui est fait comme ça, c'est normal. Maintenant, je pense que tout est essentiel et tout n'est pas essentiel. Je veux dire, je m'entends, l'aspect social, comme j'en prends pour l'exemple pour moi où j'en suis avec le bar, c'est essentiel. On a besoin de sortir, on a besoin de voir des gens, on a besoin de boire excessivement ou pas excessivement, ça regarde la personne qui décide de boire. C'est quelque chose qu'on a besoin, c'est un besoin qu'on a tous. Moi le premier, si j'ai ouvert un bar, c'est parce que je suis quelqu'un de social, je suis quelqu'un qui aime échanger, je suis quelqu'un qui aime rencontrer. C'est sûr, c'est un besoin. Après, c'est essentiel parce qu'on en a besoin, c'est quelque chose qui nous fait vivre, c'est quelque chose qui nous fait évoluer, c'est quelque chose qui nous fait avancer aussi. Mais ce n'est pas essentiel parce qu'on peut aussi s'en passer. Après, on peut s'en passer, mais sur peut-être certaines périodes. Je veux dire, on en vient à s'en passer sur des années. Là, on arrive à des années. C'est quand même quelque chose qui est assez révoltant, enfin frustrant. Voilà, c'est pas révoltant, c'est frustrant. Le bon terme que je voulais dire. Voilà. Après, au niveau des magasins, de comment ils ont géré ça, qu'est-ce qui était essentiel pour les ouvertures, les fermetures, peut-être que c'est plus là-dessus que tu voulais en venir. Moi, j'ai pas foncièrement trop d'avis, parce que j'estime que il fallait à un moment agir. Voilà, il fallait agir. Après, j'enlève rien. Enfin voilà, ils ont pris leur décision. C'est bien, pas bien. Je sais pas trop. L'important, c'était d'agir et que si décidaient de fermer, donc de dire que c'est non essentiel, il fallait indemniser et pas. Il faut pas dire. Ils disent c'est des aides. Non, c'est pas des aides, c'est des indemnisations. C'est des indemnisations, c'est pas une aide. Une aide, c'est quand t'es blessé ou quand t'as un problème économique. Là, on nous force à fermer. Donc c'est pas une aide qu'on cherche, une indemnisation, on nous force à fermer. Donc déjà, en soi, le terme est pas juste. C'est une compensation peut-être ? Non. Même pas ? Oui, peut-être, oui, mais non, c'est une indemnisation. Parce qu'on te force à fermer. C'est pas toi qui, suite à, je sais pas, un sinistre, je sais pas, je dis une connerie, et moi je suis dans mon bar, tout coup j'ai une inondation. Voilà, là je vais chercher une aide, parce que voilà, j'ai besoin d'aide, parce que j'ai une inondation. Là j'ai une aide, je suis tout seul, c'est une aide. Mais là, quand on te force à faire quelque chose, que t'es pas responsable de ça, c'est pas une aide que t'as besoin, on t'indemnise ta fermeture. Donc,
Après, comme j'ai dit, je peux pas dire qu'est-ce qui est essentiel, qu'est pas essentiel. Moi, ce qui est essentiel, c'est de manger, de boire, ça c'est essentiel. Manger, boire, dormir, on en a tous besoin, c'est normal. Euh, Après, dire ce magasin il est essentiel, ce magasin il est pas essentiel, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Si, par contre, ce que je veux dire, c'est que si on décide de dire ça c'est non essentiel, on l'indemnise. C'est la moindre des choses. Parce que la personne, elle va quand même devoir fermer, elle va perdre du chiffre et elle va quand même devoir continuer à sortir de l'argent, quoi qu'on en dise. Il y a plein de gens qui se rendent pas compte, qui pensent ah ben c'est fermé, c'est bon, et c'est fermé, ils ont pas d'argent qui sort. Mais attendez, bien sûr qu'on a de l'argent qui sort. Eh les gars, il y a le loyer. Alors après ils nous ont un peu aidés sur les loyers, c'est vrai, je dis pas. Il y a les charges sociales. Les charges sociales, on nous a jamais rien indemnisé, les charges sociales, on continue à les payer. D'où le licenciement que j'ai dit avant, parce que voilà, est-ce qu'au bout d'un moment, les charges sociales, tu peux pas les payer si t'as pas de rentrée d'argent. Et tout connement, les factures télécom, Swisscom et tout ça, tu continues à les payer, parce que tu vas pas débrancher ton abonnement Swisscom, si du jour au lendemain tu peux rouvrir, bah t'en as besoin. Tes droits de télévision, là, avant ça s'appelait Bilag, maintenant je sais plus, ça s'appelle Saref, je sais plus exactement. Ça aussi tu dois les payer, parce que bah, t'as quand même la télé dans ton établissement, t'as quand même la radio pour passer la musique, bah tu dois les payer, ça personne te les indemnise. Et c'est plein de petites choses comme ça qui mis bout à bout, tu payes, et qu'il faut être indemnisé pour pouvoir les rembourser. Donc voilà, après je me suis un petit peu extériorisé de ta vraie question, quelle était par rapport à mon avis sur les droits d'ouverture et de fermeture, qu'est-ce qui était indispensable et non indispensable. Comme je t'ai dit avant, j'ai pas trop d'avis là-dessus, et j'aurais pas voulu prendre la décision à leur place, donc voilà quoi. C'est parfait. Je te remercie d'avoir éveillé. Ouais, de rien. Désolé. On passe à la question suivante. Oui. Es-tu prêt à te faire vacciner? Donc vaccin Covid, je parle bien de Oui. ce vaccin spécifique. D'accord. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Me faire vacciner là maintenant, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire pour moi. Je suis pas quelqu'un à risque. Je pense qu'il y a d'autres personnes avant moi qui doivent se faire vacciner. Je préfère qu'on vaccine les gens à risque, les personnes âgées. Je suis pas contre le vaccin, je suis pas pour le vaccin. Je suis déjà à la base, je suis pas quelqu'un de très pro-vaccin à la base, quoi. J'ai fait mes vaccins, je pense comme tout le monde, étant petit, je veux dire, voilà, parce que même ma fille, je veux dire, alors je suis pas forcément pro-vaccin, bah, on l'a vacciné quand même, parce que voilà, il y a des vaccins qui sont obligatoires et tout ça. Maintenant, concernant le vaccin du Covid, je pense qu'on n'a pas assez le recul pour l'instant nécessaire. Moi, en tout cas, je pense tout ça. Et en discutant avec un ami qui est épidémiologue, on a parlé du vaccin et il me disait pour l'instant le vaccin, oui, on vaccine, mais on peut pas savoir. Il y a plein de choses qu'on sait pas, il y a encore plein d'inconnus. Donc moi personnellement pour l'instant je me ferai pas vacciner, c'est pas quelque chose que je pense. Je pense que c'est bien qu'on le fasse. Entre guillemets c'est aussi une lueur d'espoir pour nous aussi commerçants et tout ça, ou artistes ou gens de la culture que tu as déjà interviewé. C'est aussi une lueur d'espoir. Pourquoi? Parce que tu te dis ah bah plus il y aura de gens vaccinés, moins le virus va tourner, plus on va pouvoir recommencer à travailler. C'est aussi une petite lueur d'espoir. Donc c'est pour ça que le vaccin, moi je me fais pas vacciner pour l'instant. Malheureusement, je pense que je crois que c'est une de tes prochaines questions, on va y arriver, parce que si on va vouloir voyager, on va arriver dans l'obligation de se faire vacciner, ça je le vois venir gros comme une maison. Donc peut-être que je le ferai dans ces conditions-là pour pouvoir voyager. Mais sinon, bah, moi je me fais pas le vaccin de la grippe, je me suis pas du tout vacciné contre la grippe, donc voilà. Donc je suis pas pro-vaccin, mais je suis pas contre non plus, je pense que c'est bien qu'il soit là, je pense que on pourra avoir un vrai avis dans 2-3 ans, quand on aura vraiment tous les effets, vraiment la typologie qu'il faut pour contrer ce virus. Je pense que là, on pourra vraiment savoir s'il faut se faire vacciner ou pas. Et après, chaque personne est différente, chaque personne a son droit, chaque personne a sa volonté, s'il veut se faire vacciner, pas vacciner, chacun fait comme il veut, quoi. Moi, pour l'instant, je pense que j'en ai pas besoin, je pense qu'il y a d'autres personnes qui en ont besoin. J'ai des amis qui ont mon âge, qui se sont déjà inscrits sur les listes, qui sont un peu plus paniqués par rapport à ça. Moi, je suis pas paniqué pour deux choses. Pourquoi? Parce que le Covid,
Alors, je l'ai jamais eu officiellement parce que je me suis jamais fait tester positif. Je pense l'avoir eu, mais pour moi, c'est entre guillemets, pour moi, hein, pour une personne de mon âge qui est en bonne santé, qui est pas à risque, c'est une maladie comme une autre. Donc, je pense pas que, comme la grippe, je me fais pas vacciner, je vais pas me faire vacciner pour ça. Tu as quel âge? 35 ans. Voilà. Merci. Du coup, on passe à la question suivante, qui est un peu liée à celle-là. Évidemment, alors lueur d'espoir, peut-être ça peut nous faire sortir de la crise, mais il y a aussi une petite contrepartie, peut-être un peu moins réjouissante, qui est la question du passeport Covid. Est-ce que tu serais d'accord de présenter un passeport Covid, une preuve que tu n'as pas le virus ou que tu es vacciné pour aller acheter ton pain à la boulangerie? Alors, on a parlé du passeport Covid pour voyager. C'est déjà plus ou moins le cas, pas pour le Covid, mais il y a certains pays où on doit faire le vaccin pour rentrer. Bon, si ça peut limiter un peu le trafic aérien, je sais pas, peut-être c'est une bonne chose, peut-être pas, j'en sais rien, je ne vais pas donner mon avis là-dessus maintenant. Mais c'est plutôt ton avis qui m'intéresse par rapport à cette question du passeport Covid. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Est-ce que ça te fait peur ou pas? Pourquoi? Comment? Moi, ça me fait peur pour ma profession, parce que c'est pas quelque chose que je veux. Je veux pas devenir un policier, entre guillemets. On l'a déjà été avec toutes les mesures qu'on avait quand on pouvait ouvrir, on faisait déjà la police. Je veux pas de ça. Donc je veux pas que quand il y a quelqu'un qui rentre, je dois lui demander s'il est vacciné ou pas vacciné. Ça, c'est hors de question, ça je suis absolument pas pour. C'est quelque chose qui est exagéré. Je veux dire, dans ce cas-là, on aurait dû demander pour la grippe, on aurait dû demander pour Ebola, on aurait dû demander pour plein de choses, quoi. Je veux dire, il y a pas que le coronavirus, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est quelque chose de absolument hors de question. Et je pense que si ça venait, je changerais de métier, parce que c'est pas quelque chose que je veux faire dans mon métier. Je veux que les gens ils puissent rentrer, la porte d'un établissement comme le mien, elle est faite pour rester ouverte, quoi, pour accueillir toutes les origines, toutes les cultures. Peut-être pas tous les âges, parce que l'alcool n'est pas interdit pour certains âges, on sait très bien. Mais on est ouvert pour tout le monde, je veux dire, on n'est pas regardant. En plus, tu connais, t'es déjà venu chez nous, tu connais notre clientèle, elle est très variée, elle est très mixte. Et c'est pas parce que t'es vacciné ou pas vacciné que tu pourras pas rentrer chez moi, quoi. Ça c'est quelque chose que je comprends pas. Après, comme tu l'as dit, au niveau du voyage, c'est quelque chose que je comprends. Plus, moi j'ai déjà voyagé en Afrique plusieurs fois, il faut te faire vacciner déjà contre d'autres choses, donc c'est quelque chose que je comprends mieux. Après, quand tu vas en Afrique, c'est pas que t'as pas un passeport vaccin, c'est que tu dois te faire vacciner si tu veux partir, si tu veux pas prendre de risques. Tu peux y aller sans te faire vacciner. Tu peux y aller sans. Voilà. Donc c'est ça la nuance. Mais après, moi étant quelqu'un qui aime bien voyager, qui est déjà allé dans pas mal de pays, c'est sûr que s'il faut se vacciner pour voyager, mais j'en suis pratiquement sûr que ça va arriver. Il y a déjà, je sais pas combien de compagnies aériennes, en Australie, ils ont déjà dit, bon, en Australie c'est une île, donc c'est facile pour eux aussi de dire, on interdit tous les gens qui sont pas vaccinés, voilà, quoi. C'est sûr. Mais j'ai déjà entendu plusieurs compagnies qui disaient qu'ils prendraient pas de passagers tant s'ils n'avaient pas le vaccin, quoi. Pour les voyages, comme ça, je peux comprendre. Parce que typiquement, si on reprend une pandémie, tout de suite, on peut la limiter. Tandis que là, on s'est fait déborder tout de suite, justement, parce que les Chinois, les Italiens, après, je veux pas juger d'où ça vient, de qui c'est fait, je veux pas mettre la faute sur personne. Mais c'est quand même ça qui a fait, c'est que les frontières étaient quand même assez ouvertes. Ce qui est bien, hein, moi je suis totalement pour les frontières ouvertes, je suis pour le libre-échange et tout, je suis totalement pour ça. Mais je pense que si on veut endiguer une prochaine pandémie, justement, malheureusement, ça sera un peu la solution, quoi, d'avoir ça. Mais après, alors comme tu disais, pour aller acheter ton pain, pour aller dans les magasins, pour aller au resto, pour aller à la bibliothèque et tout, faut pas déconner non plus. Attends, c'est bon, je veux dire... Faut laisser vivre les gens, on n'a pas vécu, ça fait bientôt 1 an et demi qu'on vit pas. Et quand on doit recommencer à vivre plus ou moins normalement, on nous demande à chaque endroit, vous avez votre passeport Covid? Ouais. Oh, tu sors plus, quoi. C'est l'horreur. Magnifique, merci. Du coup, on va passer un peu à la question suivante. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de ne plus vivre pendant une année pour sauver une petite partie de la population très âgée, qui est la population qui souffre le plus du Covid, déjà parce qu'ils sont isolés, mais aussi parce qu'ils sont très à risque. Finalement, quel est ton rapport à la mort par rapport à ça? Alors, moi, j'ai
j'ai un discours assez difficile avec ça. J'ai discuté avec mon meilleur ami qui est médecin et qui m'a dit que je n'avais pas le droit de penser comme ça, que c'était pas possible au niveau social. Et on a eu une discussion très posée, très réfléchie. On s'est pas du tout engueulé. Il avait tout à fait raison sur certains points. Moi, je pense que on n'a pas pris on est dans une société, et je le dis depuis le début que ce corona est arrivé, on est dans une société qui est tellement aseptisée, qu'on veut tellement tout contrôler, qu'on veut tellement tout combattre, que on a décidé de bloquer tout le monde plutôt que de chercher une solution qui permette de continuer à vivre pour les populations qui n'étaient pas à risque. Moi, depuis le début, j'ai dit, et en plus ça aurait créé de l'emploi et tout ça, je pense que ça a été pris du mauvais bout. Je pense que si on avait dit aux gens à risque et aux personnes âgées, restez chez vous, l'État, la Confédération mettent en place des gens qui viennent chez vous, qui s'occupent de vous, qui vont vous faire des courses, qui vous sortent de temps en temps pour faire un petit tour et tout ça, on aurait endigué cette pandémie beaucoup plus rapidement. Après, c'était quelque chose qu'il aurait fallu faire au niveau mondial. Parce que c'est sûr que si tu as un seul pays qui fait ça, tu peux le faire, mais tu dois fermer tes frontières, parce qu'il faut qu'il n'y ait plus personne qui rentre, plus personne qui sort. Si on avait fait ça au niveau mondial, c'est possible. Après, c'est quelque chose qui veut dire que tu cibles une part de la population et que tu les privatises de leur liberté. Ce qui est aujourd'hui pas trop possible, voire pas possible du tout. Et ce qui aurait été, à mon avis, mal vu. Après, moi, j'ai été à des moments dus à la crise et à ce que je vivais encore plus dur en disant il faut les laisser mourir, quoi. Enfin voilà, et c'est des personnes âgées. Malheureusement, le futur, c'est nous. Enfin nous, non, les jeunes, encore plus jeunes. Mais je pense pas que ce soit la solution non plus. En discutant avec mon meilleur ami qui est médecin, il m'a dit tu peux pas dire ça, c'est pas possible. C'est vrai, on peut pas dire ça. Mais moi, je sais pas. J'ai un rapport à ça qui était assez dithyrambique. J'étais très partagé. Moi-même, j'étais très partagé. J'ai eu une période où j'étais là, enfin voilà, quand j'avais envie de recommencer à travailler, de bosser normalement, j'étais mais arrêtons. Voilà, je veux dire, au bout d'un moment, c'est quand même des gens qui doivent mourir. J'entendais dans un ancien interview que voilà, la moyenne d'âge des gens qui sont décédés est quand même plus de 80 ans. Alors oui, c'est horrible à dire, mais c'est quand même plutôt des gens qui doivent mourir. Donc voilà. Après, moi, ce que je vois aussi dans ma profession, c'est que ça tue différemment, cette pandémie, et ces mesures tuent différemment parce que il y a beaucoup de gens dans ma profession qui deviennent dépressifs, qui se suicident, qui deviennent malades, qui perdent tout, parce qu'ils perdent tout. Et c'est aussi une autre façon de mourir. Donc c'est très tendancieux, c'est très très tendancieux. Après, je pense que ça va tuer beaucoup plus de personnes qu'on ne croit, qui seront pas liées, enfin que n'auront pas eu le Covid, la maladie du Covid. Je pense que ça va tuer beaucoup plus de gens dû à ces mesures qui ont été drastiques pour certaines personnes. Voilà. Mais encore une fois, c'est très difficile d'isoler une seule partie de la population. Encore une fois, ce n'est que mon avis. mais voilà, quoi. Après, par rapport à ça, je sais pas quoi dire de plus, quoi. C'est très bien. Merci. Merci. C'était simplement, j'avais une question aussi par rapport au. Est-ce que ça a modifié le sens de la vie? Peut-être une question un peu plus générale, un peu plus philosophique. Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport au sens de ta vie, en fait? Est-ce que ça a remis en question des choses fondamentales ou pas? Qu'est-ce que vivre, en fait, pour toi? Moi, non. Pour moi, personnellement, non, ça m'a pas trop vraiment. Alors après, par contre, ça m'a permis d'être beaucoup plus proche de ma famille, beaucoup plus proche de ma fille, et pour ça, c'était bien, et ça m'a recentré sur la famille. C'est ça qui est assez fou, et c'est rigolo parce que ma grand-mère, elle a eu le Covid, et puis elle aussi, elle a dit, je sais plus, ils lui ont posé une question, je sais plus si c'était pour vous, qu'est-ce que c'est vivre, ou qu'est-ce que c'est l'amour. Je crois que c'était qu'est-ce que c'est l'amour, et elle a dit sa famille. Et c'est vrai que moi, au niveau de ma vie, ça m'a permis de me recentrer sur ma famille et de passer plus de temps avec eux, même si j'en passais déjà beaucoup. Donc pour ça, oui, ça m'a permis de changer ma façon de vivre, oui.
mais en soi, ma philosophie de vie elle-même, non, ça l'a pas changé. J'étais déjà quelqu'un qui était assez proche de consommer local, de choses comme ça. Donc, non, ça m'a pas forcément vraiment modifié ma façon de penser. Après, ça a modifié tout le monde d'un minimum, parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose. Même ma grand-mère, comme je disais avant, au tout début, où je lui ai parlé, elle me disait, mais moi, la dernière fois que j'ai vécu un truc comme ça, c'était pendant la guerre, quoi. Donc voilà, c'était quand même quelque chose de choquant. Maintenant, je vais pas rentrer dans les débats. On est en guerre, comme ils ont dit en France. Hein. Je pense pas qu'on était en guerre, mais je pense que les conditions, oui, pour ma grand-mère, en tout cas, ça lui a rappelé les conditions de la guerre, où tu restes chez toi, t'es enfermé, tu vois personne, t'as pas beaucoup de nouvelles des gens, parce que voilà. Donc, oui, ça a modifié notre façon de vivre. Ça a modifié notre façon de vivre, mais ça n'a pas forcément modifié notre philosophie de vie, je dirais. Pour moi, c'est ça. Après, notre façon de vivre, oui, ça a modifié, ça c'est évident. Les apéros Zoom, les, oui, mais on peut voir, ça a pas, moi, ça m'avait même choqué au premier confinement, où au premier confinement, tout ce qui était marché local, nourriture locale, et tout, t'allais, par exemple, je sais plus comment ça s'appelle, ah, bah, c'est un marché, mais je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est à Genève, mais, Arrive. non, mais je sais plus, purée, non, mais c'est l'Union Maraîchère, l'Union Maraîchère, où il y avait, t'allais au premier confinement, toute la journée, c'était le dévoulement, et puis dès qu'on a rouvert les frontières, dès qu'on a rouvert, puis qu'on pouvait retourner en France, les gens ils sont retournés en France, puis c'était vide. Donc, ça a changé un peu notre façon de vivre pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Et la philosophie de vie, je pense qu'elle a changé un peu. Mais alors, par contre, ce qui est un truc qui est sûr, c'est qu'on n'en reviendra jamais à ce qu'on vivait avant. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est sûr. Enfin, pour moi. Justement, j'en viens à une question essentielle. Est-ce qu'il y a des conséquences positives? Est-ce qu'il y aura des conséquences positives à cette crise? Si oui, lesquelles? Quelles sont aussi les conséquences négatives que tu vois un peu mais on va plutôt axer sur les conséquences positives, à ton avis. Est-ce qu'il y en aura déjà Pour moi, il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu parce qu'il y a beaucoup de gens qui, avec ce Covid, ont créé des nouveaux business, ont créé des nouvelles façons de travailler, ont créé des nouvelles façons d'échanger, ont créé des nouvelles façons de se rencontrer. Alors après, c'est beaucoup avec du multimédia, hein, c'est sûr, hein. Mais moi, je trouve que ça a attiré beaucoup de positifs parce que ça a permis à pas mal de gens de créer des choses que peut-être ils n'auraient jamais créées sans ça, je pense, de ce point de vue-là. Moi, le premier, parce que genre un webshop, j'ai créé un webshop pour le bar, chose que je pense que j'aurais jamais créé si on n'avait pas eu ça, quoi. Donc, donc je pense que oui, ça a attiré des points positifs parce que ça, en même temps, le fait de rester chez toi toute la journée, ça te fait réfléchir, donc tu as le temps de réfléchir. Donc ça a permis à des gens de créer des choses. Donc oui, de ce point de vue-là, je pense que ça a quand même eu certains points positifs pour la création, pour l'échange, pour le commerce local aussi. Je pense que ça a eu un point positif. Les gens se sont, alors comme je t'ai dit avant, malheureusement les gens sont vite redétachés de ça. Mais je pense que t'as quand même une bonne partie de la population qui est restée sur le commerce local. Je vois, moi je fais les marchés tous les vendredis. Je fais le marché jeudi, vendredi. Je vois, il y a quand même plus de monde. Il y a quand même il y a quand même des gens qui vont quand même plus chercher local. J'ai l'impression qu'il y a même plus de producteurs. Alors peut-être que je dis une bêtise, hein, mais en voyant comme ça, j'ai l'impression. Donc je pense que oui, ça a créé du positif de ce point de vue-là, où ça a créé des choses. Les gens se sont, les gens se sont un peu démerdés parce qu'on leur a enlevé tellement de choses qu'il fallait bien créer d'autres choses pour vivre, pour continuer à vivre, comme on disait avant. Donc de ce point de vue-là, oui, je pense que ça a tiré quelques trucs positifs. Et je pense que ça, malheureusement, la culture a été très impactée, mais je pense que ça a permis à des gens de la culture, je pense surtout à des dessinateurs ou des peintres, tout ça, de créer autre chose aussi, de se reconcentrer peut-être sur leur travail. La preuve, toi aussi, ce que tu crées là maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est aussi quelque chose de nouveau, qui est aussi intéressant, qui est aussi quelque chose de culturel. Comme tu m'as dit, on en a parlé avant, c'est aussi marquer l'histoire, qu'on ait une trace de ça pour les générations futures. Donc c'est aussi quelque chose de positif, de créer ce que tu as créé, et pour pas qu'on oublie, parce que nous, l'être humain a une capacité d'oublier qui est tellement rapide, c'est impressionnant, c'est tellement fou. Donc
c'est bien ce que tu fais, et je pense que c'est pour ça qu'il y a certains points positifs, parce que ça a permis de créer des choses qui nous permettent de ne pas oublier ça. Et moi qui aime bien l'histoire, je trouve ça bien. Après, les points négatifs, il y en a tellement. On va laisser tomber les points négatifs. Il y en a tellement, donc Ok. Merci. de rien. Ensuite, je passe à la question suivante. Est-ce que tu penses que ces mesures vont s'arrêter un jour? En tout cas, certaines mesures, si oui, lesquelles? Si tu penses que ça continuera ad vitam aeternam, pourquoi? Enfin, qu'est-ce que tu penses de ça, de toute cette situation-là? Je souhaite. En termes de mesures, en termes de longévité des je mesures. souhaite qu'on sorte de ces mesures, principalement pour ici, pour mon affaire, quoi, parce que c'est horrible de travailler avec ces mesures, quand on peut travailler. Après, je pense qu'on en sortira. Ça dépendra du vaccin, ça dépendra des variants, ça dépendra de l'immunité, je sais plus comment ils disent, de l'immunité collective, voilà. Je pense qu'on en sortira, mais je pense que ça prendra du temps. De toute façon, ils sont tout le temps en train enfin, les professionnels de la santé, tout ça, sont tout le temps en train de reculer la date de quand on va soi-disant sortir de ça. Après, on a vu historiquement, on a vu avec d'autres maladies, je pense à la grippe espagnole, les choses comme ça. On a vu que on s'en sortait, qu'on arrivait après avec les vaccins, les faits de changer notre façon de vivre aussi, on s'en sortait. Donc pour moi, il n'y a pas de raison qu'on en arrive à un jour sans mesure. Maintenant, quand? C'est la question. Mais je le souhaite, je l'espère. Après, est-ce que certaines personnes vont tirer du bénéfice de ces mesures et les laisser? C'est la question. Je ne veux pas rentrer dans la théorie du complot, je ne suis pas un complotiste, mais voilà, quoi. Je pense que les gens qui vendent des masques et du gel hydraulique, ils sont bien contents en ce moment. Donc, est-ce qu'on va pas devoir se désinfecter les mains dès qu'on rentre dans un endroit toute notre vie? Est-ce qu'on ne devra pas porter un masque dès qu'on est à l'intérieur? Je sais pas, mais de toute façon, je pense que même si ça devait arriver, alors le gel hydraulique, je pense que ça dérange pas trop les gens, c'est comme se laver les mains, donc voilà. Je pense que le masque, au bout d'un moment, les gens ils vont en avoir marre quand même. On va en avoir marre et puis ça va se rebeller et puis voilà. Mais sincèrement, je pense que oui, on pourra arriver à un jour où on aura plus de mesures. Le Texas a justement supprimé les mesures de port de masque aujourd'hui. Ok. Et a réouvert 100% des magasins. Ok. C'est les États-Unis. Ouais. Faut voir comment ça se passe en Europe. Merci pour ta réponse. De rien. Et puis on arrive sur la fin de cet entretien. Juste un petit mot, comment tu te projettes dans l'avenir? Et maintenant quoi? On fait quoi maintenant? Maintenant alors aujourd'hui, comment tu j'ai te projettes arrêté de me projeter dans l'avenir depuis 9 ans. C'est-à-dire qu'avant je me projetais assez volontiers, mais depuis 9 ans j'ai arrêté de me projeter. Je vis aux déclarations de nos conseillers fédéraux, quoi, parce que de toute façon c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Avant, comme je t'ai dit, sur première partie de toute cette pandémie, j'étais plutôt créatif, j'avais tout ça. Maintenant j'attends de voir, j'espère qu'on va rouvrir, je me projette pas trop. Vous êtes fermé actuellement. Là on est fermé, on peut pas rouvrir, il y a la possible ouverture. Alors, de toute façon, on entend tellement de tout et de rien entre les rumeurs, ce qui va être fait peut-être le 22 mars, alors ils vont nous dire le 17. Alors déjà ils ont dit les restaurants, alors c'est un peu comme la dernière fois où est-ce que c'est seulement les restaurants, est-ce que les bars vont rester fermés, les bars, pubs, dancing et tout ça vont rester fermés. Après est-ce que les restaurants, alors la grosse rumeur c'est qu'ils vont pouvoir rouvrir que leurs terrasses, est-ce qu'on pourra rouvrir que les terrasses, enfin c'est pour ça on entend tellement de tout et de rien que moi j'ai arrêté de spéculer, j'attends les faits, quoi. Au bout d'un moment, il faut attendre les faits. Et c'est très difficile parce que moi j'aimerais bien qu'on me dise, mais même si on me dit le 24 avril vous ouvrez, mais le 24 avril vous ouvrez, 100% sûr vous ouvrez, et les mesures c'est ça, ou alors vous ouvrez mais sans mesure. 24 avril, mais top, ça nous permet de nous préparer. Ça nous permet de préparer le bar, de préparer les rentrées, enfin voilà. Là on te dit, on va vous dire le 17 que peut-être vous pourrez rouvrir le 22 en fonction des...
Donc tu peux plus te projeter. Je veux dire, ça sert à rien. Dans le futur proche, on dira. Dans le futur lointain, j'ai pas envie de me projeter pour l'instant. J'ai pas envie de me projeter pour l'instant. Je veux dire, j'ai 35 ans. Je pense que j'ai encore entre 5 et 10 ans de travail effectif derrière le bar, je dirais. Je vais pas faire ça toute ma vie. Hein. Au bout d'un moment, tu te fais vieux. Hein. Rester derrière le bar, c'est bien, mais faut aussi voir autre chose. Mais mais le futur lointain, non, je me projette pas trop. J'ai pas trop envie de me projeter pour l'instant. Je me centre sur ma famille, sur ma famille, et puis voilà quoi. Est-ce que tu saurais quoi dire au Yannick du futur? Qu'est-ce que tu lui dirais maintenant si tu le croisais? Si je croisais maintenant Yannick du futur, je lui dirais pourquoi t'es pas monté dans une machine pour nous dire ce qui allait se passer, quoi. Non, je sais pas. Ce que je lui dirais, non, mais c'est moi. Je lui dirais rien. J'aurais plein de questions. Parce que moi, comme je t'ai dit, j'aime bien l'histoire, donc j'aimerais bien qu'il me raconte ce qui va m'arriver. Mais je lui dirais, bah, enfin, je sais pas ce que je lui dirais. Je lui dirais, est-ce que t'es fier de moi? Je lui demanderais. Je pense que je lui dirais, est-ce que t'es fier de ce que t'as fait? Est-ce que t'es fier de comment tu t'es battu par rapport à ça? Parce que c'est quand même une bataille, quoi. Je veux dire, c'est une bataille pour faire vivre ton business, c'est une bataille pour te faire vivre toi, parce que il y a tellement d'inconnus, donc c'est difficile. Mais ouais, je sais pas ce que je lui dirais. Ouais, je pense que j'aurais plus de questions que de lui dire des choses. Je poserais plein de questions, je pense. Ouais, je pense. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, à part que, comme je t'ai dit, je trouve très bien de marquer le coup de ça, de s'interroger sur les gens qui ont été vraiment impactés par ça. Je trouve très bien ce que tu fais. C'était super intéressant de le faire. Je me suis un peu étonné moi-même en disant des choses que j'aurais peut-être pas forcément pensé dire. Non, et puis après, bah, je souhaite que tout le monde ait le mieux dans sa santé, qu'on s'en sorte, et puis qu'on arrive à couper ses mesures, et puis qu'on se retrouve tous soit adossés à ce bar, soit à un autre, soit autour d'une table pour boire une bonne mousse, tous ensemble, quoi. Au moins qu'on puisse échanger. Là, déjà, on peut être 15 dehors, c'est déjà une petite victoire. C'est déjà une petite victoire. On peut déjà boire à 15 dehors. Pas forcément de l'alcool, mais c'est déjà bien. Voilà. Excellent. Bah écoute, je vais faire la transition avec ma petite phase de conclusion. Donc merci infiniment pour ta contribution. Merci à toi. Je t'aime et je te souhaite tout le meilleur pour l'avenir. Merci pareillement. Ciao. Ciao.